Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous raconter l'histoire de Kim Jong-nam, qui était le fils de Kim Jong-il et qui est le demi-frère de l'actuel dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong-un. Or, ce fameux Kim Jong-nam, il a été assassiné le 13 février 2017 à l'aéroport de Kuala Lumpur en Malaisie, et c'est donc un petit peu toute cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières, et dès que vous êtes prêts, c'est parti. Là, je vous préviens, il va falloir suivre un tout petit peu parce que les noms de tous les protagonistes se ressemblent beaucoup et en plus, je suis désolée, je suis pas certaine de les prononcer tout à fait correctement. Je vais essayer de tout vous illustrer pour que ce soit le plus limpide possible. Kim Jong-nam est né le 10 mai 1971 à Pyongnam, la capitale de Corée du Nord. Il était le fils aîné de Kim Jong-il, qui était alors âgé de 29 ans à l'époque et qui était lui-même le fils du leader du pays, Kim Il-sung. Le problème, c'est que la mère de Kim Jong-nam, qui s'appelait Song Hye-rim, était une actrice qui, certes, était très appréciée à Pyongyang, mais elle avait deux défauts. Premièrement, elle était la fille d'un très riche sud-coréen, et en plus de ça, elle était déjà divorcée. Du coup, toute l'histoire d'amour qu'il y a eu entre Kim Jong-il et Song Hye-rim est restée secrète pendant très longtemps et on a caché la naissance de leur fils. Kim Jong-nam a donc grandi toutes ses premières années caché dans la capitale de la Corée du Nord et il a été élevé par sa grand-mère et par sa tante. Par la suite, Kim Jong-il, il a eu d'autres enfants avec une autre femme et c'est à ce moment-là qu'il a décidé d'envoyer son fils aîné faire ses études en Russie, au lycée français de Moscou, et puis ensuite, au début des années 80, il l'a envoyé continuer ses études à l'école internationale de Genève en Suisse. Ainsi, le jeune Kim Jong-nam a grandi loin de son pays natal en apprenant à parler couramment l'anglais et le français. En 1988, à l'âge de 17-18 ans, Kim Jong-nam revient en Corée du Nord, à Pyongyang, suite aux décisions de son père, qui a décidé de le former à devenir son successeur pour être le futur leader du pays. Il rentre alors au ministère de la Sécurité publique où il va se charger de la répression des opposants au régime et il va participer à la purge des dissidents. Le problème, c'est que tout ça, c'est pas quelque chose qui intéressait vraiment Kim Jong-nam, pas que ça lui pose réellement de problème sur le point de vue éthique, visiblement, mais c'est plus que on avait l'impression que sa vie occidentale lui manquait et que il avait un petit peu du mal à se refaire à cette nouvelle vie, alors qu'il avait goûté à une certaine liberté tant qu'il était loin de son pays natal. Son père, un petit peu déçu par son comportement et par ce manque d'entrain, va alors le nommer à la tête du comité informatique, qui est un service qui avait pour objectif de développer les ordinateurs dans le pays, ce qui correspond à une forme de rétrogradation. On dit aussi que Kim Jong-nam aurait travaillé à ce moment-là avec la CIA et peut-être même avec d'autres services d'espionnage et de renseignements étrangers et qu'il leur aurait donné des informations concernant tout le mode de fonctionnement du régime nord-coréen, ce qui correspond clairement à une trahison envers son pays mais aussi envers son père. En parallèle de ça, Kim Jong-il, il s'est marié à nouveau et il a eu 2 enfants avec une femme qui, paraît-il, était la femme qu'il a le plus aimée de toute sa vie. Cette femme, c'est la mère de Kim Jong-un et elle était assez déterminée visiblement à ce que son fils devienne le futur leader du pays et elle va commencer à influencer Kim Jong-il en ce sens. Mais jusque-là, Kim Jong-nam, il restait quand même en position d'être le successeur de son père qui, à mon avis et avec tout le contexte que je viens de vous donner, commençait à chercher un moyen de le mettre de côté. Et cette occasion, elle va se présenter en 2001 quand Kim Jong-nam va faire une erreur qui lui fera perdre sa place de futur leader.
En fait, ce qui se passe, c'est qu'il va être arrêté au mois de mai 2001 à l'aéroport de Tokyo avec sa femme et ses 2 enfants en possession d'un faux passeport de la République dominicaine. Et à ce moment-là, il va expliquer aux douaniers qu'il était venu pour visiter Disneyland avec sa famille. Et ça, lorsque Kim Jong-il l'apprend, eh bien ça marque le moment de la destitution de son fils parce que il le prend comme un affront, il se sent personnellement visé et ridiculisé par le fait que son propre fils se soit fait attraper par les douaniers d'un pays étranger en possession d'un faux passeport et qui plus est pour aller rendre visite à Disneyland qui représente, si vous voulez, le summum du capitalisme à un moment où la Corée du Nord traversait une période très compliquée de famine. Donc si vous voulez, à partir de ce moment-là, on va décider que tout le mode de vie de Kim Jong-nam est jugé beaucoup trop néfaste pour l'image du pays. Après, moi je pense que c'était peut-être aussi la bonne excuse que cherchait son père. D'ailleurs, quand j'ai fait un peu plus de recherche, j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant parce que j'ai découvert que donc le demi-frère de Kim Jong-nam, Kim Jong-un, qui est l'actuel dirigeant de la Corée du Nord, il avait lui aussi fait une visite visiblement à Disneyland au Japon en 1991, soit 10 ans avant ces faits-là. Là encore sous une fausse identité et ça n'avait pas du tout les mêmes répercussions évidemment. Suite à tout ça, Kim Jong-nam va être définitivement mis à l'écart et c'est son petit demi-frère, Kim Jong-un, qui va prendre sa relève et qui accédera au pouvoir en 2012 après la mort de leur père. Kim Jong-nam et sa famille vont à partir de ce moment-là vivre en exil, d'abord à Pékin, ensuite à Bangkok, puis à Macao où ils vont finir par s'installer. Et puis Kim Jong-nam, qui est affectueusement surnommé Fat Bear par son entourage, soit gros nounours en raison de son apparence, va aussi beaucoup voyager en Europe, notamment en Suisse, à Genève, mais aussi en France, à Paris. Et partout où il va, il se rend dans des endroits très luxueux, que ce soit des hôtels, mais aussi des boîtes de nuit, parce que c'était un gros fêtard visiblement, mais aussi ce qu'on appelle un homme à femme, donc il a eu énormément de maîtresses un petit peu partout. On lui connaît d'ailleurs au moins 6 enfants de 3 femmes différentes. Le problème, c'est que partout où il va, il est suivi par la presse, surtout sud-coréenne mais aussi japonaise, donc il va prendre de nombreuses fausses identités, il en a plein, que ce soit Lee, Kim Chol, Pang Jong, mais les journalistes ne sont jamais vraiment très loin. Pourtant, visiblement, Kim Jong-nam a complètement renoncé au pouvoir et il évite à tout prix de s'exprimer sur ce sujet ou sur la politique. Il va quand même le faire une fois en 2012 dans une suite d'interviews qu'il a faites avec Yoji Gomi, un journaliste japonais, et qui ont été publiées sous forme d'un livre qui a été intitulé Mon père Kim Jong-il et moi. Et là-dedans, il a quand même été assez critique avec tout ce qui se passait en Corée du Nord. Par exemple, il a dit que pour lui, il trouvait qu'il y avait un manque de réformes et puis aussi qu'il craignait un effondrement du régime. Et il a aussi osé remettre en question la succession monarchique, c'est-à-dire le fait que le pouvoir se transmette de père en fils, pile justement au moment où son demi-frère Kim Jong-un accédait au pouvoir de cette manière. Et ça évidemment c'est une prise de position très risquée, surtout quand on sait que Kim Jong-nam avait déjà réchappé par 2 fois dans le passé à des tentatives d'assassinat, tandis que son frère Kim Jong-un, de son côté, lui, eh bien il faisait tout ce qu'il fallait, ou en tout cas il n'hésitait pas à faire certaines choses pour s'assurer de garder le pouvoir. Par exemple, il a fait exécuter leur oncle, qui était quand même le numéro 2 du pouvoir, pour corruption et complot en vue de renverser le gouvernement. Et en 2012, d'ailleurs, après sa seconde tentative d'assassinat, Kim Jong-nam va envoyer un email à son demi-frère pour lui demander de l'épargner, lui et sa famille, et il écrit à ce moment-là « Je vous en prie, annulez l'ordre de me punir, moi et ma famille. Nous n'avons nulle part où nous cacher, et nous savons que le seul moyen de nous échapper est le suicide. » Malgré tout ça, Kim Jong-nam, il va rester soit insouciant, soit fataliste, puisqu'il va décider de ne pas se faire accompagner par des gardes du corps, et il vit plus ou moins modestement, c'est-à-dire que, par exemple, il va pas avoir un chauffeur privé pour l'emmener là où il veut, il prend des taxis et des choses comme ça. Par contre, il organise quand même toute une protection autour de sa famille, et notamment autour de son fils, qui s'appelle Kim Han-sol, qui est lui aussi né en Corée du Nord en 1995, puis qui a grandi à Macao et qui est ensuite parti faire ses études en Bosnie et en France.
Kim Han-sol, il a été très peu médiatisé, à part justement quand il a donné une interview là aussi en 2012 où il a été très critique avec la Corée du Nord, je pense encore plus que son père, ce qui a probablement justifié le fait que par la suite il a bénéficié d'une protection policière. On en arrive au début de l'année 2017. Kim Jong-nam était en Malaisie depuis le 6 février, il était venu pour passer quelques jours dans un hôtel de luxe à Langkawi sous la fausse identité de Kim Chol. Le 13 février au matin, il se rend à l'aéroport de Kuala Lumpur pour prendre son vol vers Macao afin de rentrer chez lui. Il est environ 9h du matin, Kim Jong-nam attend dans le hall des départs au niveau 3 du terminal lorsque soudain, deux femmes s'approchent de lui et lui mettent un produit sur le visage. L'action a été vraiment extrêmement rapide, elle a duré à peu près 3 secondes et elle a été filmée par les caméras de surveillance de l'aéroport. On y voit notamment une femme vêtue d'un t-shirt blanc portant l'inscription LOL qui s'approche de lui et qui lui passe très rapidement quelque chose sur le visage, peut-être un tissu, avant de repartir précipitamment. Et Kim Jong-nam, il semble tout de suite comprendre ce qui lui arrive puisqu'il va directement aller chercher de l'aide, il va se rapprocher d'employés de l'aéroport et il leur déclare « Quelqu'un m'a attrapé par derrière et m'a éclaboussé un liquide sur le visage. Et puis ensuite, une femme a couvert mon visage avec un chiffon chargé d'un liquide. » Il va alors être accompagné à la clinique de l'aéroport et à ce moment-là, il présente déjà des symptômes très inquiétants. Il transpire abondamment, il a beaucoup de difficultés à respirer et ses yeux sont injectés de sang. Il tombe ensuite très vite inconscient, il sera intubé sur place et il décédera quelques instants plus tard lors de son transport vers l'hôpital. Le ministre de la Santé malaisien déclare alors « Il est mort dans l'ambulance, il s'est évanoui dans la clinique, il est mort en 15 à 20 minutes des suites d'une paralysie très grave ». Et l'enquête qui va suivre va permettre de découvrir beaucoup de choses assez hors du commun dans cette histoire. Premièrement, c'est le type de poison qui a été utilisé pour assassiner Kim Jong-nam. Les analyses toxicologiques vont révéler qu'il s'agit d'un agent extrêmement puissant qui est lui-même dérivé du gaz sarin qu'on appelle l'agent V
VX. L'agent VX est un poison extrêmement dangereux au point qu'il suffit qu'une petite goutte vous touche pour mourir dans les heures, voire les minutes qui suivent. Et c'est une substance qui est tellement dangereuse que c'est une arme à la base militaire qui a carrément été interdite partout dans le monde suite à la Convention sur les armes chimiques de 1993. Et ça c'est quand même pas anodin parce que ça veut dire que déjà c'est quelque chose d'extrêmement illégal mais aussi que c'est pas n'importe qui peut s'en procurer. D'ailleurs on pense que c'est pour ça qu'il y a eu 2 personnes qui ont dû aller appliquer le produit parce que certains ont imaginé l'hypothèse qu'on ait pu décomposer l'agent VX en 2 comme s'il y avait 2 choses qui mélangées ensemble réagissaient et créaient vraiment les réactions chimiques qui devenaient mortelles et ça expliquerait pourquoi en fait il y a une des premières femmes qui est allée avec le produit directement sur les mains et que la seconde avait utilisé comme un espèce de tissu, donc elle n'a pas été réellement vraiment en contact avec le produit, même si on sait qu'apparemment les 2 sont tombés malades, mais en tout cas tout ça expliquerait pourquoi est-ce qu'il n'y a que Kim Jong-nam qui est vraiment décédé de ce produit-là. Cette autopsie, elle a été réalisée par les autorités malaisiennes avant de rendre le corps de Kim Jong-nam à la Corée du Nord, qui évidemment a refusé les conclusions de ce rapport d'autopsie, qu'elle a d'ailleurs qualifié d'illégal et d'immoral. La Corée du Nord va par la suite démentir tous les résultats de cette autopsie-là et elle va accuser la Corée du Sud et la Malaisie d'avoir comploté ensemble cet assassinat. Ensuite, l'autre chose, c'est que grâce aux caméras de surveillance de l'aéroport, on a pu voir les 2 jeunes femmes qui ont empoisonné Kim Jong-nam, que ce soit au moment de l'attaque, mais aussi tout ce qu'elles ont fait ensuite. Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'elles sont allées se laver les mains aux toilettes de l'aéroport avant de très rapidement aller prendre un taxi pour quitter les lieux. Dès le lendemain de l'attaque, une de ces jeunes femmes est arrêtée. Il s'agit de Doan Thi Wang, une Vietnamienne de 28 ans. Puis le 16 février, la seconde femme est elle aussi arrêtée, il s'agit de Siti Eijan, c'est une Indonésienne de 25 ans. Dans un même temps, il y a d'autres personnes qui vont être soit arrêtées, soit suspectées, mais ça je vous en parlerai un petit peu après. Là, on va déjà se concentrer sur la version des faits qui va être donnée par ces 2 jeunes femmes qui est extrêmement surprenante. En gros, ces 2 jeunes femmes, elles se connaissaient pas, mais elles avaient des parcours de vie relativement similaires, c'est-à-dire que elles avaient toutes les 2 quitté leur petit village natal pour aller travailler dans une grande ville très jeune, et elles avaient travaillé dans genre des bars assez louches, où il pouvait aussi y avoir de la prostitution par exemple. Et en fait, chacune de leur côté, alors qu'elles se connaissaient pas, qu'elles étaient dans des villes différentes, dans des pays différents, elles auraient été approchées par une équipe d'hommes qui s'étaient présentés comme des Sud-Coréens, qui leur auraient dit en fait qu'ils réalisaient une émission et qui leur auraient proposé de venir faire partie de cette émission, de leur équipe, pour réaliser des canulars sur internet. En gros, ils leur expliquent qu'ils ont une chaîne de prank et ils leur proposent de devenir comédienne, sachant que la blague qu'elles devaient faire consistait à aller appliquer de la lotion hydratante sur le visage d'inconnus dans des lieux publics et elles seraient payées à peu près 100 $ par prestation. Et donc elles vont accepter et chacune de leur côté, elles vont commencer à faire justement ce genre de canular, l'une à Hanoï au Vietnam et l'autre à Kuala Lumpur. Tout ça va durer un certain temps, pendant lequel les hommes vont dire à ces jeunes femmes que les vidéos vont vraiment très bien fonctionner sur YouTube, que la blague est vraiment hilarante, que ça va avoir un énorme succès, qu'elles vont devenir elles aussi très célèbres et que du coup si ça prend de l'ampleur, elles vont peut-être être amenées à voyager, à faire d'autres choses, etc. Enfin, en gros ils font tout pour les mettre le plus en confiance possible. Et finalement, on en arrive au 13 février. Siti Eijan est accompagnée par un certain monsieur Chang à l'aéroport de Kuala Lumpur. Ils prennent ensemble un petit café dans le hall. Et là, monsieur Chang va lui expliquer ce qui va se passer. Donc toujours cette espèce de même blague d'aller appliquer un produit sur le visage d'un inconnu qu'il va lui désigner. Et il lui dit ça va se passer comme d'habitude, sauf que cette fois tu vas être rejoint par une autre jeune femme, une autre complice, mais sinon voilà, il n'y a rien de particulièrement différent de d'habitude. On explique à peu près la même chose à Doan Thi Wang, dont cette fois le contact s'appelle un fameux monsieur
Y, donc monsieur Y. En anglais, on lui dit voilà, tu vas avoir cette espèce d'huile que tu dois mettre sur tes mains et aller appliquer sur le visage de cette personne-ci. Et c'est ainsi que les deux jeunes femmes vont aller commettre leur canular, qu'elles partent ensuite se laver les mains et puis qu'elles montent dans un taxi, comme on leur a dit de faire, en pensant qu'elles viennent tout simplement de filmer une blague et sans avoir la moindre idée qu'elles viennent d'assassiner Kim Jong-nam. Le même jour, Dwan Thi-Wang rappelle Monsieur Y pour lui demander quelle est la suite des événements et il lui dit de revenir à l'aéroport le lendemain. C'est ce qu'elle va faire et c'est à ce moment-là qu'elle sera arrêtée. Sauf que, évidemment, cette pauvre fille, quand elle se fait arrêter à l'aéroport pour l'assassinat du demi-frère du dirigeant de la Corée du Nord, eh bien, elle se dit que c'est aussi une caméra cachée et en fait il va falloir un certain temps pour qu'elle finisse par comprendre la gravité de la situation. On dit que c'est à peu près après 3 jours quand même en garde à vue, quand son avocat lui a ramené les journaux avec les gros titres et une photo d'elle prise par les caméras de surveillance, qu'elle a fini par réaliser à quel point elle était vraiment dans la merde. De son côté, la police malaisienne va aller perquisitionner la chambre d'hôtel de Dwan Thi-Wang et là-bas on va retrouver les vêtements qu'elle portait la veille, notamment le fameux t-shirt blanc avec l'inscription LOL. Donc on est bien certain qu'il s'agit bel et bien de la femme qui a assassiné Kim Jong-nam. Et je pense que très vite, la police s'est rendu compte que ces deux femmes-là, c'était pas les cerveaux de l'opération. Est-ce qu'elles avaient été réellement piégées comme elles le prétendaient ou est-ce qu'elles étaient au courant qu'elles commettaient un assassinat? Ça restait quand même encore à déterminer par la suite, mais en tout cas, ce qui était assez évident, c'est qu'il y avait des commanditaires au-dessus de tout ça. Le 17 février 2017, un homme coréen de 26 ans du nom de Ri Jong-Chol qui vivait en Malaisie et qui travaillait dans l'informatique pour une société qui s'appelait Tombo Entreprise est arrêté. Et puis le 24 février suivant, le chef de la police malaisienne déclare qu'une fiche Interpol de recherche a été lancée à l'encontre de 4 Nord-Coréens qui se trouvaient installés dans une petite cafétéria dans le hall de l'aéroport et qui auraient déguerpi très vite après l'assassinat en prenant un avion pour Pyongyang. On apprend aussi qu'il y a 3 autres Nord-Coréens qui se seraient barricadés dans l'ambassade de Corée du Nord en Malaisie en attendant que les tensions entre les deux pays s'apaisent et finalement ils ont réussi à rejoindre leur pays beaucoup plus tard en échange de 9 Malaisiens qui étaient retenus eux à Pyongyang. Et donc au final, tout ça n'a rien donné puisque aucun de ces hommes n'a été attrapé et inculpé ou jugé pour l'assassinat. Par contre, les deux jeunes femmes, elles ont été inculpées pour meurtre et placées en détention provisoire, sachant qu'en Malaisie, pour ce genre de crime, elles risquaient la peine de mort. Et leur procès s'est ouvert en octobre 2017. Finalement, le 11 mars 2019, les charges à l'encontre de Siti Ejan ont été abandonnées, donc elle a pu être libérée et regagner son pays. Et dans la foulée, suite aux pressions diplomatiques du Vietnam, le 1er avril 2019, les charges à l'encontre de Dwan Thi-Wang ont été changées pour blessure avec arme dangereuse et elle a été condamnée à 3 ans et 4 mois de prison. Un mois plus tard, le 3 mai 2019, Dwan Thi-Wang a bénéficié d'une remise de peine et elle a été libérée pour bonne conduite. Elle a donc pu rejoindre Hanoï, la capitale du Vietnam. Tout ça fait que, encore aujourd'hui, on ne sait pas officiellement et exactement qui a commandité l'assassinat de Kim Jong-nam. Selon la Corée du Nord et le demi-frère de Kim Jong-nam, ce serait, comme je vous l'ai dit, la Malaisie et la Corée du Sud qui auraient comploté contre lui. Et évidemment, selon la Corée du Sud, eh bien c'est Kim Jong-un lui-même qui a fait assassiner son demi-frère. Maintenant, encore une fois, je vous le dis, on ne peut pas vraiment avoir la réponse de tout ça parce que évidemment que on sait très bien qu'il y a certains assassinats qui ont pu être faits, certaines exécutions qui ont pu être commanditées par Kim Jong-un. On peut douter peut-être de son implication dans les précédentes tentatives d'assassinat sur son demi-frère. Maintenant, ça faisait quand même des années et des années que Kim Jong-nam s'était complètement retiré de toute la vie politique, qui ne s'exprimait pas là-dessus. Donc pourquoi est-ce qu'il l'aurait fait assassiner à ce moment-là? Ça reste un petit peu plein de questions en suspens auxquelles on n'a pas les réponses. Maintenant, il y a encore 2 choses à prendre en compte que je n'ai pas encore mentionnées dans cette vidéo. La première, c'est que Kim Jong-nam avait avec lui 120 $ en cash dans son sac à dos au moment de son assassinat. D'où provenait cet argent? On ne le sait pas évidemment, mais cette somme elle a peut-être, voire probablement un lien avec son assassinat.
Alors selon les hypothèses, certains pensent que Kim Jong-nam aurait reçu cette somme d'argent de la part de la CIA juste avant de prendre son avion en échange d'informations qu'il aurait données sur la Corée du Nord, tandis que pour d'autres au contraire, il travaillait peut-être encore pour son pays natal comme une sorte d'agent double, un peu espion qui aurait voyagé dans différents pays pour essayer de découvrir des nouvelles technologies à rapporter en Corée du Nord, ce qui semble relativement cohérent étant donné que Kim Jong-nam était un énorme passionné d'informatique. Et l'autre fait étrange qu'on a appris lors du procès des deux jeunes femmes, c'est que Kim Jong-nam portait sur lui, au moment de son assassinat, une douzaine de comprimés d'atropine, qui est un médicament qui peut bloquer tous les effets des agents neurotoxiques tels que le gaz sarin ou l'agent VX. Mais l'enquête, elle n'a jamais permis d'expliquer pourquoi est-ce que Kim Jong-nam portait sur lui l'antidote pour le poison qui l'a tué ou pourquoi il ne l'a pas utilisé. Depuis l'empoisonnement de Kim Jong-nam, sa femme, son fils et sa fille ont disparu. Personne, ou presque, au monde ne sait où ils se trouvent, mais les pistes privilégiées sont que soit ils sont sous la protection des services secrets chinois, soit ils seraient réfugiés aux Pays-Bas. Voilà ce qu'il en est pour cette histoire. Alors si honnêtement il est assez difficile de démêler le vrai du faux dans toute cette affaire, de vraiment savoir et se faire son opinion pour se dire qui a pu assassiner Kim Jong-nam et surtout pourquoi, parce que comme vous l'avez vu, il y a un petit peu des arguments qui peuvent aller dans les deux sens. Je trouvais que c'était une histoire vraiment très intéressante à vous raconter pour tous ces petits détails qui font que je la trouve absolument incroyable. On dirait vraiment quelque chose qu'on aurait pu voir dans un film d'espionnage. Ne serait-ce que pour toutes les circonstances qui se sont passées, c'est arrivé en plein jour au milieu d'un aéroport avec un agent neurotoxique quand même extrêmement mortel, extrêmement efficace. Et puis toute cette histoire avec les deux jeunes femmes qui prétendent ne pas avoir été au courant qu'elles allaient l'assassiner. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Enfin, je trouve que ça fait énormément de contexte assez incroyable, d'autant plus que c'est une histoire qui s'est quand même passée très récemment. Je trouve que c'est quelque chose, moi personnellement, je m'attendais un petit peu plus à ce genre d'histoire peut-être au cours de la guerre froide dans les années 60 ou quoi, mais là, le fait que ce soit aussi récent, je le trouve assez exceptionnel et du coup j'avais super envie de vous raconter cette histoire. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à me le signaler en laissant un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle affaire, je vous fais plein de gros bisous et puis en attendant, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières.